Nous n'allons avoir aucune remontée du chômage. Il y a une rupture des gains de productivité dans la zone euro à peu près au début de 2018. Le fait que les gains de productivité soient négatifs dans la zone euro crée une situation économique très anormale et différente de celle du passé. L'inflation en zone euro a des caractéristiques très différentes de l'inflation aux États-Unis. Dans ces conditions de croissance, il y a 15-20 ans, l'inflation aurait baissé fortement et il n'y aura pas de désinflation notable dans la zone euro. Bonjour et bienvenue sur Synapse. D'aucuns pensent que l'inflation est vaincue. Ce n'est pas tout à fait le cas de notre invité, Patrick Artus, conseiller économique auprès de Natixis. Mais avant de retrouver Patrick, petit rappel rituel pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez, partagez les émissions et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Patrick, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire que l'inflation n'est pas domptée en zone euro ? Alors, l'inflation en zone euro a des caractéristiques très différentes de l'inflation aux États-Unis. Et l'inflation n'est pas domptée en zone euro, d'abord parce qu'elle est très élevée encore. Si on regarde l'inflation hors énergie et alimentation, elle est à 6,2% au mois d'août. Aux États-Unis, l'inflation sur un champ comparable est à peu près à 2,5%. Mais c'est pas la même chose. Donc c'est pratiquement 4 points de plus d'inflation. Les salaires aux États-Unis ralentissent. Chaque trimestre, on voit les salaires, ou chaque mois, on voit les salaires ralentir. Les salaires accélèrent encore en zone euro. Et le fait que les salaires accélèrent en zone euro est aggravé par le fait que les gains de productivité sont négatifs dans la zone euro et sont positifs aux États-Unis. Donc les coûts salariaux des entreprises augmentent plus vite que les salaires dans la zone euro et augmentent moins vite que les salaires aux États-Unis. Et donc, ça explique ce plus de 3 points d'écart sur l'inflation hors matières premières entre la zone euro et les États-Unis. Alors, j'aimerais que vous reveniez justement sur ce paradoxe apparent, mais c'est peut-être pas un paradoxe pour un économiste tel que vous, mais on a une activité qui semble tout de même atone, et en même temps, vous dites qu'on a une accélération des salaires. Donc, ça semble un peu contradictoire. Oui, alors il faut voir qu'on a le fait que les gains de productivité soient négatifs dans la zone euro crée une situation économique très anormale et différente de celle du passé. D'habitude, dans le temps, il y avait entre 1,5 et 2% de gains de productivité de la zone euro. Donc, prenons une estimation à 2%, qui est l'estimation moyenne des gains de productivité dans les années 80, début des années 90. On a 0 de croissance au cours de cette année dans la zone euro. Quand on va ajouter les 4 trimestres, on sera à peu près à 0 de croissance. Dans le temps, ça aurait fait 2 points de baisse de l'emploi, et ça aurait provoqué une hausse substantielle du chômage, et ça aurait provoqué une baisse de l'inflation. Et aujourd'hui, comme on a des gains de productivité négatifs, même à 0% de croissance, vous gardez des créations d'emplois positives, et les créations d'emplois sont supérieures au rythme de croissance de la population active, de la population en âge de travailler, qui diminue dans la zone euro. Et donc le marché du travail continue à se tendre. Nous n'allons avoir aucune remontée du chômage, malgré une croissance autour de 0, alors que dans le temps, on aurait eu une remontée forte du chômage. Et donc ça fait une différence profonde entre la dynamique de l'inflation aujourd'hui et il y a 15-20 ans. Dans ces conditions de croissance, il y a 15-20 ans, l'inflation aurait baissé fortement. Dans ces conditions de croissance aujourd'hui, avec les gains de productivité négatifs, on va conserver un marché du travail extrêmement tendu et il n'y aura pas de désinflation notable dans la zone euro. Dans votre explication, la productivité est le facteur clé. Mais comment se fait-il que la productivité, finalement, ne progresse plus ? Oui, alors il y a une rupture des gains de productivité dans la zone euro à peu près au début de 2018. Donc ça ne correspond pas à la crise du Covid. C'est 2 ans avant le Covid, donc on peut pas lier l'arrêt des gains de productivité de la zone euro et le Covid. Et ça dure jusqu'aujourd'hui. Donc la productivité a son maximum dans la zone euro au 2e trimestre 2018 et elle décline lentement depuis. Il y a un pays en France en particulier, c'est beaucoup plus violent. La productivité est à 6% en dessous de son niveau maximum atteint en 2018. C'est impressionnant. Et alors, beaucoup d'explications à ça.
probablement le vieillissement de la population. Hein, il est bien documenté qu'une population plus âgée a une productivité plus faible. L'insuffisance des investissements, en particulier en innovation, en recherche-développement, en nouvelles technologies dans la zone euro. Et puis, il y a un facteur qui est lié à l'effort au travail. En particulier, il y a une hausse considérable des arrêts de travail hein, dans plusieurs pays de la zone euro, en particulier en France, qui explique pratiquement la moitié de la perte de productivité. Et donc, si vous mélangez arrêt de travail, insuffisance des investissements technologiques et vieillissement de la population, vous allez à peu près les trois composantes essentielles, les trois explications essentielles de la perte de productivité. Il n'y a pas ça aux États-Unis. Les Américains continuent à avoir envie de travailler. Il n'y a pas de vieillissement de la population aux États-Unis et il y a un taux d'investissement en nouvelles technologies, un taux de dépenses en recherche-développement beaucoup plus élevé qu'en Europe. Le fait aussi que les emplois soient peut-être moins qualifiés, enfin les nouvelles embauches sont plutôt dirigées vers des emplois non qualifiés. Voilà. Et bien entendu, quand le taux de chômage baisse, c'est essentiellement le taux de chômage des peu qualifiés qui baisse. Hein, le taux de chômage des plus qualifiés était assez stable dans le temps. Et donc, vous alimentez les emplois avec des personnes moins qualifiées que les personnes qui ont déjà un emploi. Et ça joue aussi un rôle. Bon, le fait que l'emploi se maintienne, ça soutient l'activité, même si l'activité n'est pas florissante. En tout cas, elle se maintient, donc ça va soutenir la demande. Mais on a tout de même un effet des taux d'intérêt relativement élevés. Alors, ces taux d'intérêt, ils sont négatifs. Les taux d'intérêt réels sont négatifs par rapport à l'inflation. Mais on voit bien qu'ils attaquent tout de même une partie... certains pans de l'économie. La Fédération française du bâtiment annonce 150 000 destructions de postes d'ici 2025 dans la construction. Bon, on se dit que la demande va finalement être fragilisée et que ça pourrait finalement tracter vers le bas l'inflation. Les taux d'intérêt plus élevés n'affectent à peu près que l'activité de construction de logements et de construction commerciale, hein, les bureaux, les commerces, etc. Il y a une chute très forte. Par exemple, en France, on attend une chute d'au moins 25% des mises en chantier. Et il y a une chute très forte des mises en commercialisation, des bureaux, etc. Mais c'est la seule composante de la demande qui souffre. Les entreprises ont besoin d'investir. Elles ont sous-investi dans le passé. Il y a la transition énergétique, il y a les besoins de décarbonation. Donc les entreprises vont continuer à investir. Il y a des déficits publics, alors qui se réduisent à partir de l'année prochaine, mais qui restent assez élevés. Et donc la contraction de la demande est vraiment concentrée sur le secteur de la construction et de l'immobilier, à la fois résidentiel et commercial. Et alors c'est un secteur qui, même si on prend en compte ses consommations de ciment, d'acier, etc., n'est pas assez gros pour entraîner l'économie en récession. Si vous avez moins 20% sur l'activité de construction, cette activité fait 7 points de PIB. Donc vous avez 2 points de croissance en moins. Et effectivement, on est passé de 2 à 0 de croissance, qui est essentiellement due à la baisse de l'activité de construction. Mais 0 de croissance, à nouveau, avec des gains de productivité négatifs et une population en âge de travailler en décroissance, ça ne fait pas monter le taux de chômage. Donc ça n'a pas d'effet significatif de freinage de l'inflation. Donc de ce côté-là, bon, la question est claire pour vous. Et on doit mentionner aussi, là, le regain de vigueur des prix de l'énergie. Parce que ça va avoir un impact sur l'inflation. Oui. Et à la fin de l'année, les prix de l'énergie auront monté sur un an. Alors aujourd'hui, on bénéficie toujours de la décroissance des prix du gaz hein, qui s'est faite dans la deuxième moitié de 2022. Mais à la fin de l'année, les prix globaux de l'énergie dans la zone euro soutiendront l'inflation et ne freineront plus l'inflation. Dit autrement, l'inflation totale passera à la fin de l'année au-dessus de l'inflation hors énergie et alimentation. Et là, c'est une assez mauvaise nouvelle parce que les salaires sont indexés sur l'inflation totale. Et donc, les prévisions de hausse de salaire pour 2024, que font la BCE, que font les gens qui observent les accords salariaux dans les entreprises, sont au moins à 4% de hausse dans la zone euro.
On était à 5,2 cette année. Et donc, ça maintiendra une inflation assez importante l'année prochaine, surtout si la productivité continue à décroître. Est-ce que la BCE en fait vraiment assez, finalement, pour dompter cette inflation? Bon, alors, le problème de la BCE, c'est qu'elle n'a pas réagi suffisamment vite. Il aurait fallu qu'elle réagisse pratiquement 1 an plus tôt que ce qu'elle a fait. Et donc, quand elle réagit, on a pratiquement 9% d'inflation, la lutte est perdue. Parce que ce qui compte, c'est les anticipations Il aurait d'inflation. fallu étouffer l'inflation dans l'œuf. Oui, c'est toujours pareil. C'est le vieil adage qui est que l'inflation, c'est comme la pâte dentifrice. Hein, quand c'est sorti du tube, on ne peut pas la faire rentrer. Donc, c'est exactement ça. Lorsque les anticipations d'inflation commencent à monter, c'est très difficile de les faire baisser, puisqu'il faut avoir une inflation inférieure aux anticipations pendant une longue période de temps. Aujourd'hui, quand vous regardez les anticipations d'inflation à long terme dans la zone euro, techniquement, on mesure ça par les swaps d'inflation, mais enfin, on est à peu près à 2,75%. On était juste à 1% au milieu de 2021, et elle continue à monter. Avoir une inflation anticipée à long terme de 2,75%, ça veut dire que la BCE a perdu une grande part de sa crédibilité. Les marchés financiers ne croient plus que la BCE est capable de ramener l'inflation à 2%, même dans 10 ans. Hein. Et donc, ça va être extrêmement dur de regagner de la crédibilité. Et 4% de taux d'intérêt, probablement avec une inflation à 6+, ça ne suffit pas à redresser la crédibilité. Alors, la BCE va probablement avoir une politique de taux d'intérêt à 4% très longtemps. Et moi, je pense qu'à la mi-2025, on sera encore à 4% de taux d'intérêt, sinon au-delà. Et en plus, elle va utiliser d'autres politiques. Par exemple, on parle beaucoup d'augmenter les réserves obligatoires des banques pour réduire la capacité des banques à faire du crédit et contracter l'économie. Mais la politique monétaire, dans son orientation présente, ne ramène pas l'inflation à 2%, jamais, et probablement ramène l'inflation un peu en dessous de 3% à l'horizon de 3 ans, quoi, je veux dire. Et donc, cette politique ne correspond pas à l'objectif d'inflation de la BCE. Alors justement, quelles sont vos estimations, vos projections d'inflation pour la fin de l'année et puis pour 2024? Bon, la fin de l'année, tout le monde est d'accord. Si on regarde l'inflation, techniquement, moi je regarde l'inflation hors énergie et aliments non transformés. Donc j'inclus les produits alimentaires transformés. Enfin, les pâtes sont dedans, sont dans l'inflation et pas la viande, quoi, je veux dire. Cette inflation, cette définition de l'inflation est à 6,2% aujourd'hui, en août. Je pense qu'à la fin de l'année, elle sera toujours au-dessus de 5% et qu'elle sera probablement à 3,5% l'année prochaine. Et qu'elle va arrêter de baisser probablement autour de 3% ou un petit peu en dessous de 3%, parce que si on regarde le long terme, il y a plein de mécanismes inflationnistes. Il y a la transition énergétique, dont Christian Gaulier, hein, dans un très bon article ce matin, a rappelé qu'elle était inflationniste pour plein de raisons, hein, qui est un professeur à l'école d'économie de Toulouse et au Collège de France. Il y a les relocalisations, quand vous relocalisez les matériels pour les énergies renouvelables, les batteries électriques, les semi-conducteurs, c'est plus cher que dans les pays qui fabriquent ça traditionnellement. Et puis, comme on l'a dit avant, le marché du travail reste très tendu. On a un chômage qui est extrêmement bas, qui ne remonte pas, et donc qui fait progresser les salaires plus rapidement. Donc, et ceci est lié au vieillissement, à la baisse de la population en âge de travailler. Et donc pour ces raisons, je pense que l'inflation aura beaucoup de mal à descendre nettement au-dessous de 3%, même moyen terme. Bon, Patrick, la conclusion, donc, c'est qu'on va rester dans un environnement inflationniste et qu'en termes d'allocation d'actifs, de construction de son patrimoine, il va falloir prendre ça en considération encore pendant un certain temps. Oui, absolument. Patrick, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très bientôt.